Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV, l'édition 2023 de l'indice de la qualité de vie numérique dans le monde, établi par Surfshark, une société spécialisée dans la sécurité basée à Amsterdam, vient de classer le Maroc en première position en matière de sécurité électronique en Afrique. D'après ce nouveau classement, notre pays a gagné 2 places au niveau mondial par rapport à l'année dernière. Cependant, beaucoup reste à faire en matière de gouvernance électronique, d'infrastructure et de démocratisation de l'accès à Internet. Avec notre invité aujourd'hui, Karim Hamdaoui, président de Morocco Trust, première association professionnelle marocaine au service de la cybersécurité et de la confiance numérique. Nous allons revenir sur ce classement, sur ce qui a permis à notre pays de devenir leader en matière de sécurité électronique, mais aussi sur ce qui doit être fait pour améliorer l'accessibilité aux nouvelles technologies, les services en ligne et l'adaptabilité à l'intelligence artificielle. Monsieur Hamdaoui, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Drori, merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, d'après, comme on l'a dit, Surfshark, le Maroc occupe aujourd'hui la première place en Afrique dans la sécurité électronique. Sur quel indicateur se base cette société pour établir ce classement des pays et leurs indices de la qualité de vie numérique? Quel indice? Donc la qualité, en fait, l'indice de la qualité de vie numérique, on appelle aussi le DQL, Digital Quality of Life Index. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui permettent de calculer un indice par rapport à un pays pour vérifier s'il est engagé en matière de protection de données personnelles et de la sécurité des données d'une manière générale. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la sécurité électronique. Oui. Donc on vérifie si on a ce qu'il faut par rapport à la volonté de ce pays à protéger les données d'une manière générale. Aussi il y a l'accessibilité financière Internet. Quand on parle de l'accessibilité financière Internet, ça veut dire est-ce que le coût d'accès à Internet est abordable par un simple citoyen. Oui. Est-ce qu'on a les moyens pour pouvoir accéder à Internet? Et donc c'est parmi les points qui vérifient la qualité de la connexion Internet. Donc, est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est stable, fluide? Mais là, on a un petit peu régressé sur ces deux plans-là, sur ces plans-là. Il y a certains points où on a régressé. Il y a le seul point où on était bon et on a progressé de quelques points, c'est la partie sécurité électronique. Après, il y a la partie infra-électronique, tout ce qui est accès. Sécurité électronique, c'est la lutte contre tout ce qui est cybercriminalité, c'est ça? La sécurité électronique, on l'appelle aujourd'hui dans notre jargon et d'une manière générale la cybersécurité. Ça veut dire protéger, c'est la mise en place des dispositifs, des mesures, des règles pour protéger l'information et les systèmes d'information d'une manière générale par rapport à des attaques des pirates, par rapport à des logiciels malveillants, des virus, des fuites d'informations. La guerre numérique qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc c'est ça son rôle. Après, il y a aussi les systèmes qu'il faut mettre en place par rapport à tout ce qui est technologie, la sensibilisation, l'éducation. Il y a beaucoup de facteurs qui permettent de sécuriser cette information. Donc là, elle se base sur ce genre de données pour classer, et c'est chaque année, parce que c'est un classement qui est mis à jour chaque année. En fait, oui, le DQL, en fait, son objectif, c'est de vérifier est-ce qu'un État quelconque, on compare tous les pays par rapport à leur engagement à offrir à leurs citoyens, à leur population, une expérience numérique de haut niveau, de haute qualité, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça l'objectif, c'est de les vérifier par rapport à ces critères que j'ai cités tout à l'heure, les facteurs, et on va vérifier et voir est-ce que ce pays vraiment est engagé pour pouvoir offrir cette expérience numérique de qualité dans les services de gouvernement numérique. Est-ce qu'ils sont accessibles ou pas? Est-ce que la donnée est partagée d'une manière transparente? Est-ce que la concurrence est saine pour qu'on puisse améliorer notre système d'information et notre système de télécommunication? En fait, tous ces facteurs permettent de dire est-ce que le Maroc progresse ou pas sur certains facteurs. Il y a un an ou deux, on était classé 3e en Afrique, on n'était pas les premiers. Au niveau mondial, parce qu'il y a des pays très très développés, on est étonné de trouver que finalement, ils ne sont pas si bien classés que ça. Écoutez, s'ils ne sont pas classés, c'est parce qu'on vérifiait est-ce qu'il y a un engagement en matière de renforcement des lois et des réglementations. Oui. Donc, si on prend le cas du Maroc, pourquoi on est bon sur la partie sécurité, on s'améliore. On a encore des efforts à faire pour qu'on puisse être parmi les premiers. C'est d'abord, est-ce qu'il y a des lois et des réglementations au Maroc? Je pense sur ce point. Oui. On a quand même des institutions, des régulateurs par rapport à tout ce qui est cybersécurité, par rapport à tout ce qui est protection de données personnelles. Oui, à ce plan, cette question de l'arsenal juridique. Alors, on a expliqué un peu ce que c'est que la sécurité électronique et puis l'indice de qualité de vie numérique. Par contre, dans ce rapport ou dans ce classement,
le Maroc a régressé sur le plan de ce qu'ils appellent les infrastructures électroniques par rapport déjà à l'année dernière. Il a perdu 4 places. On était 83e, on est maintenant classé 87e. Effectivement. Pareil pour la qualité de l'Internet. On était 83e, maintenant on est 94e. Qu'est-ce qui est, à votre avis, derrière cette baisse de performance? Écoutez, la baisse de performance en concernant ce qu'on appelle l'infrastructure électronique ou la qualité de l'Internet, elle peut être influencée par des facteurs qui sont, par exemple, l'investissement qui est insuffisant en matière d'infra, dans l'infrastructure électronique. Quand on dit infra, c'est l'infra électronique, qui est insuffisante aujourd'hui. Ça peut être aussi la demande ou la croissance de la demande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de populations qui essaient aujourd'hui d'accéder à Internet, mais l'infrastructure ne suit pas, ce qui impacte aujourd'hui la qualité de service, la stabilité, la rapidité, la fluidité. Le niveau de développement technologique aussi est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, notre offre à l'accès à Internet est inclusif? Est-ce qu'on couvre toutes les régions? Des fois, on n'est pas loin de Casablanca et on a une infrastructure on a un accès à Internet qui n'est pas stable. C'est parmi les facteurs qui impactent cette performance et qui nous réduisent par rapport aux années d'avant. On était par exemple sur 83e contre 94, on était aussi sur 88 contre 90, et donc c'est parmi les points qu'il faut aujourd'hui étudier, la concurrence sur le marché, où aujourd'hui... Est-ce qu'on a régressé parce que la demande est devenue très forte et que l'offre ne suit pas? Ça peut être parmi les éléments, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la demande est très importante et l'infrastructure ne suit pas, ça peut impacter la qualité de service, ça peut impacter la fluidité, la stabilité, et la rapidité d'accès à Internet. C'est parmi les points qu'on vérifie. En matière de cybersécurité aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, parce qu'il y a des lois qui sont déjà... on pourra parler par la suite. Il y a aujourd'hui des cadres juridiques qui sont là, qui encadrent les choses, qui imposent des choses, qui préconisent des règles et des mesures. Maintenant, tout le monde est concerné. Les fournisseurs d'accès à Internet aussi ils sont concernés. Ça veut dire qu'ils doivent mettre en place des dispositifs permettant de protéger la vie privée, protéger les enfants par rapport à tout ce qui est harcèlement sexuel et moral. Donc, il y a pas mal de dispositifs qu'on veut mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, nos enfants, je pense qu'ils accèdent tous à Internet via la 4G ou via la DSL. Et donc, ces fournisseurs d'Internet ont un rôle aussi à jouer par rapport à tout ce qui est sécurité électronique, ce qui permet de protéger nos enfants. Vous avez parlé justement de stabilité, parce qu'il y a de plus en plus de Marocains, enfin ceux qui le peuvent, parce que c'est quand même relativement cher, qui optent pour la fibre, et même la fibre n'est pas toujours stable. Et le débit n'est pas toujours... Ça aussi, c'est parmi les indicateurs. C'est parmi les indicateurs. Comme on avait dit tout à l'heure, il y a plusieurs indicateurs dans l'accès à Internet. Ça, c'est l'accès. Ça que voilà, l'accès à Internet et la stabilité de l'Internet. Ça veut dire qu'il est stable et qu'il est fluide. Oui. Et qu'il n'y a pas de coupure de temps en temps. C'est parmi les éléments qu'on prend en charge pour pouvoir évaluer est-ce que le pays est engagé pour donner un accès à Internet. Oui. Alors, ce dernier rapport au classement pointe aussi du doigt un recul de la gouvernance électronique, les services en ligne et l'adaptabilité, je vais y arriver, à l'intelligence artificielle. Donc, on est en retard parce qu'on entend beaucoup parler d'IA récemment. Nous, on est sur le marché. Aujourd'hui, je pense qu'on connaît tous les services offerts aujourd'hui en ligne par rapport à tout ce qui est gouvernement numérique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du travail à faire pour pouvoir moderniser ce service en ligne, pour le rendre convivial, pour le rendre efficace, pour le rendre accessible, facile en termes d'exploitation. Donc, c'est parmi les choses que ces indices ou ces entreprises évaluent pour donner ces indices. Donc, la modernisation des services en ligne, la formation et la sensibilisation des fonctionnaires, parce que c'est eux qui gèrent ces services en arrière-plan. Et donc, ces fonctionnaires, ces employés gouvernementaux qui doivent aussi avoir des formations et des sensibilisations par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, qui joue un rôle très important aujourd'hui dans notre monde. Et donc, il faut qu'il y ait de l'investissement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'investissement en matière de recherche et développement par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle. Parmi les points sur quoi on peut s'appuyer, c'est le partenariat public-privé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut donner beaucoup d'importance aux startups, parce que c'est là où il y a de l'innovation. Les jeunes, aujourd'hui, je pense qu'ils innovent beaucoup par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, par rapport à tout ce qui est cybersécurité. Et si on veut aujourd'hui avancer, l'État doit travailler la main dans la main avec ces startups pour qu'on puisse innover. Aujourd'hui, je pense que c'est le seul moyen. En plus, elle doit travailler avec eux
pour les garder au Maroc, parce que et pour les garder, sinon, on a vu que ils certains peuvent partir ailleurs. effectivement, Il y en a qui sont partis ailleurs et qui ont des innovations et des recherches très intéressantes. Donc, pour cette fuite de cerveau dont on parle. aujourd'hui, je pense que la fuite de cerveau, c'est parmi les points les plus critiques aujourd'hui au Maroc. D'abord, par rapport à tout ce qui est compétences cybersécurité ou électronique d'une manière générale. Ils partent à l'étranger parce qu'ils cherchent autre chose dont on n'a pas la réponse pour pouvoir les retenir aujourd'hui. Après, le deuxième point, c'est les startups. Ça veut dire des entrepreneurs qui créent des produits innovants. Il y a des deep tech, ce qu'on appelle les deep tech, les startups innovantes en matière de technologie d'une manière générale et qui cherchent des levées de fonds. Parce que c'est des graines, ils viennent de démarrer, c'est ce qu'on appelle au démarrage, il leur faut des fonds d'investissement pour pouvoir amorcer le démarrage et d'aller à un niveau deuxième pour pouvoir encore grandir. Oui. Ça, on a du mal à avoir. C'est difficile de lever de fonds parce que c'est un secteur qui fait peur, parce que ce n'est pas du tangible. Ce n'est pas du tangible et on est sur quelque chose d'innovant, sur quelque chose, on ne voit pas le bout du tunnel. Et aussi, on ne voit pas qui va investir derrière celui qui va faire le démarrage. Oui, on sait que nos investisseurs cherchent beaucoup la sécurité, voilà. Donc ils évitent ce genre. Donc il faut qu'il aille dans un autre marché. Absolument, absolument. Alors justement, on va revenir, vous avez parlé d'un point très important, celui de la formation. Vous avez parlé de la formation dans le secteur public, les fonctionnaires publics et privés. Et comment justement les professionnels du secteur de la cybersécurité et de la confiance numérique, comme More-Trust, votre association, et puis d'autres, comment vous contribuez à l'amélioration de cet indice de qualité de vie numérique ou à cette formation? Vous êtes sur des projets, je pense, vous existez depuis pratiquement 1 an et demi. À peu près, oui, à peu près. Donc 1 an et demi. Bah, écoutez, donc, moi je ne vais pas parler que de More-Trust. Toutes les associations qui touchent au digital, ils ont un rôle crucial à jouer pour améliorer cet indice. Parce qu'on parle de la sécurité électronique, on parle de l'accès Internet. Donc chaque association a un rôle à jouer par rapport à son domaine d'activité. Et bien sûr, donc, pour qu'on puisse aujourd'hui contribuer à l'amélioration de cet indice et ramener le Maroc à des rangs encore plus intéressants, c'est la formation et la sensibilisation. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse organiser des programmes de formation et de sensibilisation pour pouvoir sortir des professionnels dans les domaines du digital d'une manière générale, notamment la cybersécurité. Aussi partager les connaissances. On a fait des actions aujourd'hui, More-Trust, auprès de certaines entreprises au niveau de l'État. Ici à Rabat, on a fait des actions pour pouvoir partager notre expertise en tant qu'acteur de la cybersécurité chez More-Trust, où il y avait plusieurs dirigeants on va dire des membres de l'association qui sont venus pour partager l'expertise par rapport à certains domaines qui touchent à des lois aujourd'hui qui préconisent certains processus à mettre en œuvre dans ces entités sensibles. Et donc, bien sûr, et parmi les choses qu'on doit avoir, c'est la collaboration avec le gouvernement. C'est un point qui est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, on collabore avec des organismes comme la DGCC et d'autres, mais on aimerait bien aussi travailler avec des ministères qui touchent au digital. Oui, parce que c'était votre ambition au départ quand vous avez créé More-Trust, c'est d'être un interlocuteur c'est ça l'objectif. Du secteur public, de tous les départements gouvernementaux. Avant d'oublier, vous êtes sur un projet très, très, très important de formation. Parlez-moi de ce projet. Écoutez, donc, en l'espace, depuis qu'on a démarré, comme vous avez dit, il y a 1 an et demi, on a réalisé des progrès significatifs. Donc, d'abord, la première chose, c'est qu'on a regroupé, pas la totalité, la majorité des acteurs professionnels dans le domaine de la cybersécurité, qui est un point très important au niveau du Maroc. De toute façon, nous, on est axé que sur le Maroc. Donc, on a regroupé quand même la majorité, on ne va pas dire la totalité. Et on attend qu'il y ait la totalité parce que c'est très important, parce qu'une seule main, on peut avancer tous ensemble. Aussi, ce qu'on a fait juste après le GITEX, qui était à Marrakech à partir du mois de mai, c'est dans le GITEX, on a signé un partenariat avec une association qui s'appelle Africa Cyber Defense, avec la présence de la DGCC, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et l'ADD, donc l'Agence de Développement Digital. Et on a pris une initiative africaine, donc nous on pense Afrique aujourd'hui, pour former 100 000 professionnels en cybersécurité à travers le continent. 100 000. 100 000 sur 10 ans. 100 000 sur 10 ans. 100 000 sur 10 ans sur le continent. Quel profil vous ciblez? Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler sur un projet pilote. On est financé, sponsorisé par une enseigne internationale, c'est elle qui va financer. Donc on va former d'abord des formateurs. Ces formateurs, ils doivent avoir de la compétence en matière de cybersécurité. On va les former, on va les certifier, ils vont devenir formateurs agréés.
et ils vont bénéficier de cette formation gratuitement. Et en même temps, on va former des personnes. Donc ces personnes, nous, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de former des ingénieurs ou des techniciens qui sont spécialisés en cybersécurité. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire de recyclage. Aller chercher des techniciens, par exemple, ou des autodidactes dans le domaine de l'informatique d'une manière générale, du digital, qui sont administrateurs réseau, administrateurs système, un technicien en informatique dans le développement, et qui a l'envie d'y aller dans la cybersécurité et de les former sur un cycle qui se tient sur à peu près 2 mois et de sortir des techniciens par rapport à tout ce qui est tests d'intrusion, les pentests, et des techniciens par rapport à tout ce qui est analyse sécurité. Donc l'objectif, c'est de commencer déjà avec ces 2 profils. Après, bien sûr, on va élargir et toucher à d'autres domaines qui touchent à tout ce qui est consulting par rapport à tout ce qui est conseil, où ils doivent avoir des compétences et de la qualité rédactionnelle, présentation, etc. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que notre continent, qui est l'Afrique, comme de nombreuses autres régions dans le monde, ont ce problème de pénurie de ressources. Donc aujourd'hui, on est confronté à une pénurie de ressources en cybersécurité et le programme qui s'appelle Cybergène, il est là pour pouvoir remédier à cette situation et mettre à disposition des ressources sur le marché pour qu'on puisse se développer en matière de cybersécurité. Oui, alors 100 000 sur 10 ans, c'est 10 000 par an. 10 000 par an. 10 000 par an. Mais... Alors, comment vous allez vous organiser? Est-ce que les formations vont se passer au Maroc? Est-ce qu'il y a des formations qui peuvent se faire à distance? Parce que comment vous allez organiser tout ça? Parce que 10 000, c'est énorme. Même si je sais que l'association regroupe plusieurs professionnels. Vous êtes aujourd'hui à peu près... on doit être aujourd'hui 14 ou 15 sociétés. De toute façon, on n'est pas 100. Vous n'êtes pas nombreux au Maroc. Donc, c'est une association professionnelle qui regroupe des acteurs en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, je pense que la solution... On est en train de faire le projet pilote, on va voir. Certainement, on va faire des choses hybrides, en présentiel et à distance. On a commencé par des formations techniques, purement techniques. On n'a pas commencé avec des choses organisationnelles qui demandent, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de qualité rédactionnelle et autres. Donc, on a commencé sur des choses techniques. Et l'objectif aujourd'hui, quand on dit 10 000, pas que pour le Maroc, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'on commence sur 6 ou 7 pays. Et on va l'élargir sur d'autres pays dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale aussi, et l'Afrique de l'Est. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un premier projet pilote avec des sponsors à l'international et pourquoi pas faire des rapprochements avec l'ADD, ministère du Digital au Maroc, la DGCC et autres, pour qu'on puisse développer davantage, parce qu'il nous faut des fonds. On ne peut pas aujourd'hui développer seul ce projet qui a un avantage parce qu'il va développer les performances dont on a des lacunes aujourd'hui. Et je pense pour le faire, il faut qu'on ait des fonds, il faut qu'on ait de l'accompagnement par le gouvernement pour qu'on puisse réaliser ce projet. Parce que d'abord, on va mettre à disposition des ressources qu'on n'a pas aujourd'hui via le recyclage. Et deuxième chose, on va répondre à un grand besoin sur le marché et aussi développer des choses dont on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir l'État, vous allez voir le privé, on a tous besoin des ressources en sécurité de système d'information. On ne les trouve pas sur le marché. Donc on a beaucoup de difficultés et le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir remédier à ce problème, c'est mettre à disposition et dans un délai très court. Oui, donc bon, c'est un bon indicateur, être leader en Afrique pour ce qui est pour ce classement, ça fait plaisir, mais on est encore loin de la souveraineté numérique. Non, je pense qu'au Maroc, on est bon, mais il y a des points qu'il faut travailler. La souveraineté, il y a une loi qui s'appelle la loi 0520, qui a été publiée en 2020, je pense. Et cette loi, elle vient avec un cadre juridique qui préconise des règles, des mesures à mettre en œuvre pour pouvoir sécuriser les informations et aussi gérer la résilience. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord, on protège, et après, si au cas où on a un problème comme ce qu'on a vécu aujourd'hui, par rapport à tout ce tremblement de terre, si on l'a aujourd'hui au niveau IT, est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler ou pas? Donc c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir gérer la résilience, la continuité. Aujourd'hui, le cadre juridique est là, les dispositifs sont là de contrôle, il y a un régulateur qui est là, il y a une autorité qui existe, qui est la DGCC. Les concernés sont soit les autorités, les organismes de l'État, les collectivités territoriales, toute personne morale de l'État, les personnes, on va dire, le privé, mais qui touche et qui traite de l'information sensible, il est aussi concerné, comme les opérateurs télécoms, les banques, etc. Donc tout ce monde doit appliquer cette loi
Et cette loi, elle va dans le sens de la souveraineté. Quand on dit la souveraineté, pourquoi? Parce que tout ce qui est sensible aujourd'hui au Maroc, qui est classé à un niveau élevé, ne doit pas sortir du Maroc. Il doit être traité au Maroc, hébergé au Maroc et traité par des Marocains. Donc là, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Maintenant, il y a des choses qu'on doit améliorer, c'est l'innovation, créer nos propres technologies. C'est là où on a encore des lacunes, et je pense que ça, on ne peut pas le faire seul, sans l'aide de l'État aujourd'hui. Justement, le problème, est-ce que c'est parce qu'il y a le public et le privé qui travaillent chacun de son côté? Il n'y a pas encore ce travail en commun, ce partenariat que vous souhaitez d'ailleurs? Aujourd'hui, le privé, par exemple, on travaille aujourd'hui avec la DGCC. On travaille parce que c'est un régulateur, c'est une autorité, ça marche très bien, donc la relation est très bonne. Il nous implique dans la rédaction des lois et des réglementations, des décrets d'application. Donc, on donne aussi nos conseils, etc., en tant qu'acteur privé, que ce soit associatif ou entreprise. Maintenant, on aimerait bien aussi qu'on collabore avec des ministères pour qu'on puisse faire de l'innovation. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, la DGCC ne joue pas ce rôle. Ce rôle, ça doit venir du ministère de tout ce qui est digital, au ministère de l'Industrie, etc. C'est ces ministères qui peuvent aider aujourd'hui le privé pour qu'il puisse faire de l'innovation via des investissements, via des aides, via des, je ne sais pas, il peut y avoir des aides sur tout ce qui est recherche et développement, on peut avoir des aides par rapport à tout ce qui est recrutement, parce qu'aujourd'hui, les salaires, ils augmentent, on n'arrive pas à retenir nos collaborateurs. Et donc, c'est parmi les points sur quoi ils doivent nous aider pour qu'on puisse faire l'innovation. Et je parlais tout à l'heure des startups. Les startups, c'est un point très important parce que l'objectif, c'est de créer de Made in Morocco. On parle de Made in Morocco, comme ce qu'on a fait dans l'automobile. On aimerait bien aussi le faire dans d'autres domaines, dans la nouvelle technologie, notamment la cybersécurité, qui est un point très important parce que ça permet de nous protéger tous en tant qu'État et citoyens. Donc le gouvernement et les citoyens. Donc c'est via la technologie qu'on peut le faire. Mais si aujourd'hui il n'y a pas des aides, des financements et de l'accompagnement, le risque, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les gens ils vont partir ailleurs. Les gens ils sont acculés à aller chercher des fonds ailleurs. Merci beaucoup, Karim Hamdaoui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Morocco Trust. Merci monsieur. Beaucoup, madame. Merci, bon courage. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Midi TV. Très belle soirée.